Il existait, entre deux collines couleur de terre rouge, un village que les anciens appelaient Wobatu, le lieu où le ciel touche le sol. Les cases y étaient rondes, les baobabs y étaient vieux, et les hommes y vivaient selon une loi simple. Ce que tu prends à ton frère, la forêt te le réclame un jour. Personne ne savait depuis quand cette loi existait, mais tout le monde savait pourquoi. Dans ce village vivaient deux chasseurs, deux hommes que le village entier connaissait, deux hommes que le village entier admirait. Et cette nuit-là, tous deux allaient se retrouver seuls, perdus, au cœur de la forêt que personne n'osait traverser après le coucher du soleil. La forêt des âmes sans repos. Mais ce n'est pas une histoire de survie. C'est une histoire de ce qu'un homme découvre de lui-même quand il ne peut plus fuir. Le premier s'appelait Ossé, grand, calme, précis. Dans le village, on disait de lui qu'il pouvait lire les traces d'un animal sur une pierre sèche. Il chassait depuis l'âge de 10 saisons. Il partageait toujours sa viande. Et il ne parlait jamais de ses exploits. Il laissait les faits parler pour lui. Le second s'appelait Baro, vif, brillant, déterminé. Un chasseur d'une adresse rare. Ses flèches ne manquaient jamais leur cible. Mais Baro avait une qualité qui, portée trop loin, devenait une blessure. Il avait besoin d'être le premier, toujours le premier. Pas par vanité, non, par une peur profonde, silencieuse, que personne autour de lui ne soupçonnait. Les deux hommes ne s'aimaient pas. Ils se respectaient, comme deux arbres qui poussent côte à côte, sans jamais se toucher. Cette saison-là, une grande compétition fut annoncée. Le chef du village, le vieux Jofo, avait décidé qu'un seul chasseur recevrait l'honneur suprême, le titre de chasseur de l'ombre, avec le droit de porter la peau du léopard sacré lors des cérémonies. C'était le plus grand honneur qu'un homme du village pouvait recevoir. Ossé ne cherchait pas cet honneur, mais il chassait comme il avait toujours chassé, avec patience, avec soin, avec respect du gibier. Et sa réputation grandissait. Baro, lui, sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, comme un tambour sourd qui bat sans raison. Il observait Ossé de loin. Il voyait les regards que les anciens lui portaient. Il entendait les femmes murmurer son nom au marché. Un soir, il surprit deux vieillards qui parlaient. « Si c'est Ossé qui gagne, le village sera en bonne main. » Ce fut cette phrase, cette seule phrase, qui fit basculer quelque chose en Baro. Les jours suivants, Baro chercha comment freiner son rival. Il ne voulait pas le blesser, il voulait juste l'éloigner, juste assez longtemps. Un soir, les deux chasseurs se retrouvèrent au bord du fleuve, à nettoyer leurs outils. « Tu iras jusqu'à la forêt de l'Est demain ?» demanda Baro, la voix douce. « Peut-être, » répondit Ossé, sans lever les yeux. « Les traces que j'ai vues hier m'y mènent. »« Méfie-toi, » dit Baro. « On dit qu'un buffle blessé rôde par là. Dangereux. » Ossé hocha la tête, tranquille. Mais ce que Baro ne dit pas, c'est que le lendemain matin, avant l'aube, il irait effacer ces traces et poser d'autres, des traces qui mèneraient Ossé vers la forêt interdite, la forêt des âmes sans repos. Il hésita toute la nuit. Il se dit que c'était un simple détour, que son rival reviendrait vite, qu'il ne lui arriverait rien. Mais au fond de lui, dans l'endroit sombre que l'homme évite de regarder, il savait ce qu'il faisait. À l'aube, il effaça les vraies traces et posa de fausses pistes. Ossé suivit les traces sans méfiance. Il était encore loin du village quand le ciel vira au gris. Quand il réalisa où les pistes le menaient, il était déjà à l'orée de la forêt interdite. Et Baro, qui l'avait suivi de loin pour s'assurer que le plan avait fonctionné, se retrouva lui aussi à portée de la forêt. Alors le vent se leva, brutal, puissant, comme une main qui pousse. Et les deux hommes, l'un devant, l'autre derrière, furent aspirés sous les arbres, ensemble. La forêt des âmes sans repos n'était pas comme les autres forêts. Ici, les arbres n'avaient pas d'ombre. Le sol était froid, même en saison sèche. Et parfois, entre les troncs, on voyait des lueurs. Pas des feux,
des lueurs qui se déplaçaient. Océ s'arrêta. Il n'avait pas peur, ou plutôt, sa peur était calme, maîtrisée, comme une flamme sous une jarre. Barreau, lui, trembla. Quand il vit Océ se retourner et le regarder, il sut que tout était compris. Océ n'avait pas besoin de parler. Son regard était celui d'un homme qui comprend, qui ne juge pas encore, mais qui sait. « Tu as effacé les traces », dit Océ. Pas une question, une constatation. Barreau ne répondit pas. Autour d'eux, la forêt respirait. Des bruissements, des craquements, et ces lueurs, plus proches maintenant, qui semblaient observer. La nuit tomba d'un coup, totale, épaisse, comme si le ciel lui-même avait décidé que ces deux hommes devaient rester ici, à se regarder en face. Ils n'avaient pas le choix. Pour survivre à cette forêt, ils devaient rester ensemble, bouger ensemble, ou mourir séparément. Cette nuit-là fut la plus longue de leur vie. Les lueurs tournaient autour d'eux, pas menaçantes, silencieuses, comme des témoins, comme des âmes qui regardent les vivants avec une patience infinie. Barreau ne dormit pas. Il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de son père, celui de sa mère, ceux des anciens du village. Pas en colère, juste là, présent, qui regardait. Et dans ce regard-là, il n'y avait pas de jugement, seulement une question, répétée encore et encore, sans mots. Pourquoi ? À un moment, au milieu de la nuit, quand une lueur s'approcha si près qu'il sentit le froid sur sa peau, Barreau parla. Sa voix était petite, cassée. « J'aurais dû te dire la vérité. J'aurais dû ne pas avoir peur. » Océ ne répondit pas immédiatement. Il regardait les lueurs. Puis il dit « La peur, je la connais aussi. Ce que tu as fait, c'est pas la peur. C'est le choix que tu as fait avec elle. » Barreau baissa la tête. Cette nuit-là, les deux hommes guidèrent chacun les pas de l'autre. Quand l'un trébuchait, l'autre tendait la main. Quand l'un hésitait, l'autre continuait d'avancer. À l'aube, juste avant que le premier oiseau chante, ils trouvèrent la sortie. Ils émergèrent de la forêt couverts de boue, les yeux rouges, silencieux. De retour au village, devant les anciens réunis, Barreau raconta tout. Les fausses pistes, l'intention, la nuit. Il parla d'une voix ferme, sans chercher d'excuses. Le vieux Jofo l'écouta sans l'interrompre. Puis il dit, lentement, « Un homme qui ment pour gagner n'a pas gagné. Il a juste retardé sa défaite. » La sentence fut simple. Barreau ne participerait plus à aucune compétition pendant 2 saisons. Et il devrait chaque matin apporter du bois au foyer du village. Un service humble, répété, qui rappellerait à tous que l'honneur se construit dans la durée. L'arc que Barreau avait porté cette nuit-là fut accroché à l'entrée de la forêt. Pas comme une honte, comme un avertissement, comme un rappel. Il y resta longtemps. Ce conte nous dit ceci. L'ennemi le plus dangereux ne dort pas dans la forêt. Il dort dans la partie de toi qui a peur d'être le second. Un homme qui efface la trace de son frère finit toujours par perdre la sienne. Et parfois, la nuit la plus sombre que 2 rivaux partagent ensemble est celle qui les rend humains l'un pour l'autre. Est-ce que toi aussi, tu as déjà laissé la peur de ne pas être assez grand te pousser à faire quelque chose que tu regrettes encore ? Dis-moi en commentaire. Tu n'es pas seul. Si ce conte t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et si tu veux découvrir le prochain récit, l'histoire d'une femme que son village entier a abandonnée et de ce qu'elle est devenue, abonne-toi. Elle arrive bientôt.